Mesdames, Messieurs, bonsoir. Comment jugez-vous le discours du président de la République ce lundi 8 décembre 2025 devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès? Le président Félix Tshisekedi a accusé le Rwanda de rompre le cessez-le-feu au lendemain même de la signature la signature de l'accord de Washington. Le président de la République a soutenu que cette situation n'est pas une agression interne, mais c'est plutôt une guerre d'agression par procuration. Nous allons parler de son discours tout à l'heure et des accords signés. Et sur le plan économique, on va évoquer aussi des situations. On en parle avec un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Mathieu Takizala. Bonsoir. Bonsoir, cher Ambral. Monsieur Mathieu Takizala, vous êtes économiste. Oui. Vous avez suivi certainement les discours du président de la République, qui a parlé des accords, qui a parlé de la guerre, qui a parlé de la situation économique, qui a parlé des embouteillages. Même si aujourd'hui, lundi, il y a eu des embouteillages. Alors, on commence d'abord par les discours. Les discours, on va revenir aux accords après. Et première question, comment avez-vous jugé d'abord la prise de parole du président de la République aujourd'hui devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès? Monsieur Ambras, nous sommes au mois de décembre. Le président de la République, quand il parle devant les élus, il parle à ce qu'on appelle le congrès. Et en général, la prise de parole du président de la République devant les représentants du peuple, qui soit le Sénat et le Parlement, c'est un discours type le diagnostic de l'état de la nation, parce qu'il est le président de la République démocratique du Congo. Et l'un des éléments que vous avez évoqués, c'est parmi les éléments que le président de la République traite avec son équipe tous les jours pour faveur de la République démocratique du Congo. Vous savez, et puis vous avez paragraphe sur ce voyage de Washington, un conflit qui dure de 30 ans, le président Tshisekedi l'a trouvé, et aujourd'hui il est allé à Washington par entremise du président américain Donald Trump, et puis avec son homologue Paul Kagame. Logiquement, tous les caméras du monde ont vu le 4 que les trois dirigeants ont prononcé cet acronyme qu'on appelle l'AP. Malheureusement, sur le terrain, le président Tshisekedi, il est dans son rôle comme le président de la République démocratique du Congo, et il arrive à Kinshasa, mais les sonnettes de ce bout de guerre continuent à l'Est. Et en tant que membre effectif de la communauté des nations, qu'on appelle les Nations Unies, et la communauté internationale, d'où il commence par en disant, mais comment fait-il? Nous avons signé, mais malheureusement, nous voyons qu'aujourd'hui, ça continue à l'Est, et il est à la communauté internationale de se saisir de cette occasion, parce que, logiquement, du côté de Kinshasa, la volonté est de cohabiter avec les 9 voisins, mais nous ne comprenons pas comment ça continue. Le président de la République a effectivement déploré l'attitude du Rwanda de pouvoir envoyer les unités spéciales de la partie du Rwanda qui ont tiré à l'arme lourde du côté de la RDC pour soutenir les supplétifs du M23. Est-ce que les États-Unis peuvent faire quelque chose? Les États-Unis, le président américain est parmi les gens qui sont crédibles dans la politique mondiale. Je crois que quand Donald Trump rentre dans l'histoire, il met... Moi, j'ai dit dans cette affaire, monsieur Ambras, nous devons faire une organisation à l'interne. Nous-mêmes, la République démocratique du Congo comme nation, même on va avoir des alliés dans ces conflits, mais la République démocratique du Congo a beaucoup de choses à refaire localement à l'interne. Ah, beaucoup de choses à refaire. Oui, il y a beaucoup de choses à refaire à l'interne parce que c'est un conflit qui n'est pas d'aujourd'hui. La République démocratique du Congo est parmi les grands perdants dans ces conflits. Il a perdu des hommes, il a perdu l'activité économique, vous avez de souligner, il a perdu les ressources naturelles et ça a freiné, il a dépensé beaucoup de moyens pour faire face, pour défendre son intégrité de territoire. Et puis, au moment où nous parlons, vous voyez que le gouvernement congolais et tous les dirigeants congolais travaillent beaucoup plus autour de ces conflits de l'Est, beaucoup de voyages, ainsi de suite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons maintenant changer la façon de fonctionner par rapport à ces conflits. Donc, il faut qu'on puisse faire une riposte locale nous-mêmes en mettant vraiment cet état d'esprit de la guerre. Parce que c'est un conflit. Mais le problème, c'est que, vous savez, l'étape de Luvungi, par exemple,
les FARDC ont communiqué là-dessus. Il y a quand même les populations civiles. Les FARDC refusent de se battre parce qu'il y a la population. Oui, mais parce que la FARDC, c'est l'armée nationale de la République démocratique du Congo. Les autres qui viennent, l'armée nationale de la République démocratique du Congo, le rôle est de défendre l'intégrité territoriale et de défendre les Congolais. Donc, il ne va pas tirer là où il y a des compatriotes. Logiquement, c'est ça le vrai problème. Mais ils ne se sont pas battus. Oui. Les FARDC ont communiqué. Ils ne se sont pas battus parce qu'il fallait protéger la population civile. Logiquement, il est au service de la population civile. C'est pour ça que nous disons que la communauté internationale doit saisir de cette occasion parce qu'on ne peut plus continuer avec cette même sauce. Il faut une force d'interposition internationale face à ces États qui veulent toujours continuer dans la guerre. Comment voyez-vous la position de Donald Trump, le président américain, qui, lorsqu'il parle, il parle beaucoup plus des affaires économiques, de l'argent, que les deux chefs d'État, les deux pays vont gagner. Mais il ne va pas vers, il ne penche pas vers la paix. Il faut donner au Congo. Mais la paix, d'abord, le mot paix, on ne peut pas faire paix sans économie, cher Ambroise. Ok. Vous comprenez, la paix, c'est l'économie. L'économie est sociale. Ok. Vous comprenez, pour aller négocier, par exemple, à Washington, on a pris des avions, on a loué des hôtels. On a mis des costumes, on a acheté des unités, tout ça, ainsi de suite. C'est la paix. La paix, c'est l'économie. Donc, je crois que le président Trump, d'abord, il est de quelle profession? Parce qu'en Afrique subsaharienne, et en particulier en République démocratique du Congo, on a toujours négligé la partie économique et les acteurs économiques. Vous savez, nous sommes, vous avec moi, de cette génération, quand on présentait le commerçant, c'était comme si la personne, le lendemain, ne sera pas là. Or, que c'est ça le socle de la vie en société. Et nous voyons aujourd'hui les reflets de la société congolaise. Sans activité économique, sans marchand, nous voyons les phénomènes comme l'exode, ainsi de suite, les bidonvilles qui se développent. Le président Trump est des professions entrepreneuriales, mais il assume aujourd'hui les responsabilités d'État. Et c'est comme un avocat, quand il devient chef de l'État, il va fonctionner comme un avocat. Il ne va pas fonctionner comme un philosophe. Donc le président Trump aujourd'hui trouve que, qu'il soit au Rwanda, qu'il soit en République démocratique du Congo, ce qui peut faire que les hommes et les femmes puissent avoir la façon de fonctionner compétitivement. Et voilà, il faut que ça passe autour de l'activité économique. Il faut que ça tout passe autour de l'économie. Parce qu'aujourd'hui, dans ces endroits, l'absence des entreprises à l'Est, ça fait que nous voyons que ça devient comme des zones passoires. Mais si on installe et des plantations et des usines, je ne pense même pas qu'ils vont avoir des endroits pour occuper. Ils occupent parce qu'ils ne trouvent personne là-bas. Donc je crois que le président Trump, il est en train de faire, mais c'est un président américain. Ça veut dire que lui, quand il parle, il regarde beaucoup plus aussi l'intérêt de son État. Parce que ceux qui ont élu le président Trump, ce sont des Américains, M. Ambroise. Mais c'est un marchand, c'est un entrepreneur, il ne va pas gouverner comme les politologues. C'est un confrère entrepreneur. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas de paix sans économie, oui, cela voudrait dire qu'il a raison. Il a raison de dire que les deux pays vont gagner de l'argent. Et quand ils vont gagner de l'argent, ils vont maintenant se faire la paix. Ils vont faire la paix. Mais logiquement aujourd'hui, la guerre c'est quoi d'abord? C'est l'économie. Quand nous parlons de nos voisins, qu'est-ce qu'ils viennent chercher en démocratie du Congo? Le matière première. Pour le faire quoi? Matière première. C'est ça le nerf de la guerre en démocratie du Congo. Et ils prennent ça pour faire quoi? C'est de l'économie. Alors si aujourd'hui nous disons, bon voilà, harmonisons tout ça, c'est ce qui s'est passé entre l'Allemagne et la France. Aujourd'hui, vous voyez que les entreprises françaises et les entreprises allemandes cohabitent. Donc on appuie les affrontements qui étaient type militaro de l'autre fois, ou l'occupation des les Allemands du territoire français. On voit qu'aujourd'hui, l'un des symboles de cet avancement économique au niveau de l'Europe, nous voyons qu'il y a une entreprise qu'on appelle Airbus, qui est le consortium européen. Il y a des actions venant de l'Espagne, des actions venant de l'Allemagne, de l'Angleterre et de la France. Ça veut dire que c'est ça. C'est-à-dire que pourquoi vous trouvez ça un peu maussade quand le président Trump, qui est un chef d'entreprise, un confrère entrepreneur, et quand il amène dans le virage de l'entreprise, qu'est-ce qui vous dérange, cher Ambroise? Qu'est-ce qui vous dérange? Parce que même aujourd'hui, ceux qui sont en train de se battre là-bas, ils se battent pour les intérêts économiques. Ok. Alors, si maintenant on dit, voilà, au lieu que ça soit dans ce qu'on appelle dans le contrebande. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'on a signé des accords qui donnent quand même des dividendes à tout le monde.
Et que la guerre se poursuive. Non, mais parce que la guerre sur le terrain, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, nous avons, à part, pourquoi ces négociations se font en plusieurs phases? On a vu une phase de Doha. Qui était à Doha? C'est ceux qui occupent le territoire, comme le force de la rébellion. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, à Washington, ces gens-là n'étaient pas là. Donc je crois que maintenant, c'est aux Américains, à la communauté internationale, de dire à ces États, parce que vous ne pouvez pas faire une rébellion, cher Ambroise, au monde, sans avoir un État qui vous soutient. Ça n'existe pas. Vous ne ferez même pas des jours. Ok. Oui, mais dites-moi, quelle est la rébellion qui est ici en Angola? Quelle était le base arrière de l'UNITA? Lorsque l'UNITA a perdu ses bases arrière, est-ce que Savimbi a continué? Vous comprenez? Et dans tout le pays du monde, une rébellion, pour s'installer, il faut avoir. L'autre fois, Guillaume Soro, lorsqu'il a fait aboiter le quartier général, mais le base arrière de Guillaume Soro, tout le monde savait. Et quand Guillaume Soro avait perdu le base arrière, mais pour diluer Guillaume Soro, quelle était l'alchimie? C'était quoi? Et l'alchimie, c'est ce que l'autre fois on a fait ici à la démocratie du Congo. On a vu qu'Alassane Ouattara, où le président, à l'époque c'était le président Gbagbo, il a essayé de travailler en synergie avec Guillaume Soro. Mais malgré tout ça, Guillaume Soro voyait toujours au-delà. Ouais. Guillaume Soro est devenu le premier ministre de la Côte d'Ivoire. Il est devenu le président du Parlement de la Côte d'Ivoire, l'Assemblée nationale, ainsi de suite. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau de tous les états-majors politiques de la République démocratique du Congo, la question de la guerre, on doit interroger aussi qu'il y a il faut avoir l'approche économique avec... Oui, mais si au lendemain de la signature de ces accords, le Rwanda se comporte comme il se comporte, ça pourrait donner à Paul Kagame la position des Savimbi en Angola? Non, mais Paul Kagame, aujourd'hui, je pense qu'il a intérêt de collaborer. Il a intérêt de collaborer parce qu'il l'a fait, ça fait 30 ans. Est-ce que ça fait développer son État? Je ne pense pas. Vous êtes ici, ça fait presque les 30 dernières années de ces conflits depuis 1994. On est parmi les Congolais qui voient ces conflits et qui suivent comme des observateurs. Est-ce que ça fait que le Rwanda puisse devenir le puissant quand dans tous les classements mondiaux des États prospères, est-ce que le Rwanda est compté? Je crois que notre compatriote africain, parce que nous tous nous sommes dans le même continent, le président Kagame, nous le demandons, ils sont allés avec son frère, à part entremise, son frère parce que nous sommes africains. Parce qu'au Congo, en réalité, on utilise l'expression frère, on dit non, non, il ne faut pas appeler les gens frères. Mais nous tous, les Africains, nous sommes des frères. Ça veut dire que comme nous sommes dans le même continent, ils sont allés avec son frère, le président Tshisekedi, à Washington, par entremise d'un Américain qui est Donald Trump. Je crois qu'aujourd'hui, Paul Kagame doit faire de sorte qu'on puisse revenir dans cette logique des conflits militaro-militaires. Ça ne sert à rien. Allons-y dans l'approche entre les États en bilatéral. Ça peut faire honorer tout le monde. Alors, quand vous regardez, revenons un peu au pays, quand vous regardez quand même qu'en interne ici, il y a des Congolais qui sont traîtres, qui se sont alignés sur le Rwanda. Mais la France, quand elle a été occupée, il y avait aussi des Français qui Pétain était général de l'armée française et puis elle a collaboré du point de vue différent de la logique républicaine de la France. Mais je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre, cher Ambroise, ça fait 30 ans. 30 ans, c'est 3 décennies. Et nous les avertis. Et c'est pour ça que nous disons, il faut revoir la façon de fonctionner à la démocratie du Congo. Il y a un État qui est géré dès Kinshasa. Moi, je demande modestement au président Tshisekedi, à ses alliés, de faire de sorte que nous puissions donner des moyens et à l'administration de la République démocratique du Congo, l'administration du territoire, et la partie économique, c'est-à-dire que nous, les entrepreneurs de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions compléter et nos compatriotes politiques. Alors, le président était ce lundi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Il a fait quand même un discours intéressant lorsqu'il parle de la stabilité macroéconomique, par exemple, faisant allusion au taux d'échange, parce qu'aujourd'hui, le taux de change avait sensiblement baissé de 2800 à 2200 aujourd'hui. Mais il estime que une stabilité macroéconomique
ne peut pas avoir du sens si il ne touche pas au panier de la ménagère, s'il n'améliore pas le panier de la ménagère. Mais quels sont les éléments qui composent d'abord ce qu'on appelle le macroéconomie? Le macroéconomie, c'est le politique fiscale, politique monétaire, politique de croissance, ainsi de suite. Mais quand vous voyez la production dans notre pays aujourd'hui est difficile. Nous avons un problème d'infrastructure. L'un des éléments qui permet que la production congolaise ne soit pas vraiment une production. On est obligé de recourir à des productions venant d'ailleurs, qui est aujourd'hui dans le balance commerciale extérieure, nous sommes en négatif. Et quand nous partons dans la croissance, parce que c'est parmi ce qui fait ce que nous appelons le macroéconomie. Dans la croissance doit être créée par des acteurs publics et des acteurs privés. Les acteurs privés sont partagés en deux parties, les particuliers et les entreprises. Quand nous regardons aujourd'hui en République démocratique du Congo, dans la partie particulière, les entreprises sont en difficulté, 3/4 de nos entreprises, même dans le marché domestique. Moi, je suis un chef d'entreprise et je sais de quoi je parle. Donc, et dans la partie privée, nous avons un taux de chômage qui ne va pas arranger le politique macroéconomique. Parce qu'aujourd'hui, le taux de chômage congolais pousse que l'informel soit le maître du système de la consommation et de l'économie de la République démocratique du Congo. Parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises dans le territoire. Le peu d'entreprises qui sont dans le territoire n'ont pas de travail, d'où l'importance de revoir notre façon de fonctionner, parce que ce que le président Tshisekedi parle, cette réalité, parce que là il parle dans la réalité, il dit voilà, il faut que ça soit quand même du concret et que les populations sentent et ce que nous faisons. Mais moi j'ai dit au président Tshisekedi, pour que nous puissions que le macro soit en phase avec la réalité de la République démocratique du Congo, d'où l'importance de financer les entreprises de la République démocratique du Congo et de faire de sorte que l'infrastructure ne soit pas l'épine. Aujourd'hui, nous avons un problème énergétique. C'est-à-dire qu'il y a un déficit, même dans la ville de Kinshasa, il y a des trous noirs. On ne peut pas faire toute une journée sans avoir quoi. Ce sont ces éléments qui font le macroéconomie. Et dans le politique fiscale, il n'y a pas assez de contribuables. Vous le savez. Pas assez de contribuables. Mais non, il n'y a pas assez de contribuables. L'activité économique dans le territoire est dans l'informel, cher Ambroise. Ok. Nous, les entrepreneurs, nous sommes en difficulté. Ils ne payent pas assez. Non, mais l'informel, pas d'impôts. Comment tu peux les régler? Comment tu peux les régler? Une jeune dame qui vend dans le coin ici, tout ça, ainsi de suite. Tu ne connais même pas. Tout à l'heure, même en rentrant dans cette chaîne qui fait la vérité la plus démocratique du Congo, qui est Congo Web, qui a l'air du temps, je suis dans le domaine de la mécanique. Oui. La mécanique pouvait être parmi le secteur qui doit créer plus de la valeur salariale et fiscale et innovatrice dans le pays. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je suis rentré ici, je viens, messieurs. Ça, on doit veiller. Et d'où l'importance que le politique doit cohabiter. Je viens, monsieur, en train de... Je viens, messieurs, qui travaillent dans ce qu'on appelle dans le bord de l'informel. J'ai interrogé la personne. J'ai pris même les numéros de téléphone. J'ai dit, mais non, messieurs... mais il est en train de dépanner un véhicule. Non, un véhicule qui est en panne. Ce sont des erreurs qu'on a fait dans ce pays. Ça veut dire qu'on a négligé ce genre de profession au lieu de l'amener vers la formalité pour permettre que le macroéconomie puisse être réaliste. Parce que la croissance, on le fait en production et en service. On ne le fait pas uniquement en production. Ça veut dire que tous ces mouvements qui se font pour la maintenance, les réparations, les entretiens, vous imaginez, si on le mettait vers la formalité, vers les entreprises telles que le PCL Autogarage, automatiquement, le président Tshisekedi, là, ça peut être en phase avec la réalité macroéconomique. Parce qu'aujourd'hui, ça nous échappe. Et en demandant à ces messieurs, oh, vous me voyez aller travailler dans une entreprise, l'entreprise va me payer combien? Et j'ai commencé à discuter avec, comme chef d'entreprise dans le domaine et comme économiste. J'ai dit non, ce sont des erreurs, messieurs. Quand vous travaillez ici, là vous payez ni l'impôt, ni taxe. Vous cotisez même pas sur INSS. Vous n'avez même pas une assurance. Imaginez, ce véhicule, le moteur tombe sur vous et que vous êtes en train de réparer, cette Range Rover peut coûter 80 000 $. Si aujourd'hui ça tombe ici, il y a un problème. Vous allez faire face pour rembourser ces messieurs, ça sera extrêmement difficile. Si vous blessez là, comme vous êtes, vous allez se défendre comment socialement? Vous voyez les erreurs et vous pensez que l'activité de la réparation, ça dépend uniquement au mécanicien? Non. Le juriste doit travailler, le banquier doit travailler, le journaliste, là. Vous voyez, je monte là, je suis à l'internet discuter parce que je suis un chef d'entreprise dans le même secteur. Ce sont les erreurs qu'on a fait. Il n'y a pas longtemps, le président de la République a demandé au ministre de PME pour faire la conférence d'emploi et d'entrepreneuriat.
Mais il fallait associer, nous, les chefs d'entreprise, en exercice, pour que nous puissions apporter, pour que le macroéconomie puisse se réaliser. Mais c'est ça le vrai problème, cher Ambroise. Quand ce monsieur-là, il parle de l'argent, il est égoïste. J'ai dit, monsieur, non, c'est pas comme ça, il ne faut pas voir. C'est pour ça que vous voyez que les autres communautés émergent. Vous, les ressources humaines de la République démocratique du Congo, tout le monde est devenu égoïste. Alors, je rentre un peu dans votre secteur. Vous êtes dans le secteur de la mécanique. Ce jeune homme que vous avez trouvé en train de travailler... Un monsieur. Il est dans notre génération, oui. cinquantaine. Alors, pour que ça soit organisé, ça devrait se passer comment? Pour que ça soit organisé, il faut un véhicule qui tombe en panne. Il faut une véhicule qui tombe en panne dans tout le pays du monde. On peut on pas. Le remorque. Oui, mais on doit appeler une entreprise dans le structurel. Ah, on doit appeler une entreprise. Oui. Une entreprise dans le structurel. On ne peut pas verser. Quand vous descendez aujourd'hui en France, vous voyez, vous prenez votre véhicule, vous ouvrez. Qui doit interdire ça? Qui doit interdire ça? Mais l'État, par ses institutions nationales et il interdit à quelqu'un d'appeler un mécanicien, un privé, qui est dans l'informel. Quand on appelle un privé dans l'informel, mais vous perdez 4 fois. L'État perd, lui-même la personne, il perd. Si le véhicule est à 80 000 $ et que ça tombe en panne, ces messieurs-là, ils vont vous rembourser comment? Ok. Vous comprenez? Donc c'est ça, c'est pour ça que vous voyez que les États protègent l'employabilité, protègent les entreprises. Aujourd'hui, si nous voulons être respectés dans le monde, nous devons avoir un... Vous savez, on parle peu des entreprises de la République démocratique du Congo. C'est ça le mal de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que quand on parle, les Américains vont venir avec leurs entreprises, les Chinois vont venir avec leurs entreprises. Mais maintenant, les entreprises congolaises, les politiques congolais doivent défendre l'entreprise congolaise. Privée et publique. Défendre, ça signifie quoi? Défendre, ça veut dire qu'il faut protéger nos entreprises. En protégeant nos entreprises, le macroéconomie vont se faire. Parce que ce qui compose les macroéconomies, c'est dans la politique fiscale, dans la croissance, dans l'employabilité des uns et des autres, c'est ce qui fait le macroéconomie. Mais lorsque vous avez un taux de chômage tel que la nôtre, lorsque les entreprises congolaises n'ont pas de contractuels, lorsque dans la politique budgétaire, vous ne faites pas de sorte que les entreprises puissent nous faire, parce que si nous voulons avoir un franc congolais fort, il faut avoir la création de la valeur en République démocratique du Congo. Mais qui peut créer la valeur en République démocratique du Congo? C'est nous les agents économiques. Okay. Public et privé, cher Ambroise. Alors, lorsque le président de la République, il a fait allusion au taux d'échange. Oui. Parce qu'il dit que non, l'instabilité macroéconomique n'a pas de sens si le panier de la ménagère n'est pas amélioré. Oui. Et là, il a effectivement raison. Mais oui, mais maintenant, il faut aller du point de vue pratique. Pourquoi le panier ménager... Il faut maintenant aller dans la pratique. Du point de vue pratique, avec une statistique réelle, secteur par secteur. Pourquoi le panier de la ménagère ne s'améliore pas? Oui, mais parce que le panier de la ménagère, c'est quoi? Le taux d'échange a baissé. Oui, mais le panier de la ménagère, c'est quoi? C'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat. Mais le pouvoir d'achat, comment on peut l'avoir? On peut l'avoir par la valeur salariale. Il faut que les gens ne travaillent pas dans le débrouillardisme. Il faut que les entreprises puissent avoir un carnet de commandes. Il faut que l'infrastructure permette un écosystème pour que les entreprises versent le pouvoir d'achat. Il faut que ce que nous achetons en République démocratique du Congo, la moitié soit produit en République démocratique du Congo. Il faut que l'échange qui s'est fait dans le service et que plus de la moitié soit dans la formalité, pas dans l'informel. Vous savez, rien qu'aujourd'hui, pour quitter l'imité, cher Ambroise, et venir ici à Congo Web, vous savez, l'inflation qui s'est faite dans l'informel pour prendre un des roues. Mais si on avait des entreprises dans le secteur du transport, on peut maîtriser le budget de transport. Aujourd'hui à Kinshasa, c'est extrêmement difficile pour maîtriser le budget de transport. Parce que nous dépendons des acteurs de l'informel. Okay. Ah oui, parce que les jeunes gens, il faut les regrouper. Nous avons, et je demande au président de la République. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Mais cette solution, en tant que chef d'entreprise, quitter le formel pour entrer dans le formel. J'ai écrit au président de Tshisekedi pour cette année. Je viens d'écrire au président de Tshisekedi, je viens d'écrire au président du Sénat, je viens d'écrire au président de l'Assemblée nationale, je viens d'écrire, parce que le chef des corps, je viens d'écrire à la dame, madame la première ministre. Je demande qu'ils essayent un peu, cette fois-ci, qu'ils osent aussi à donner l'oreille à un chef d'entreprise. J'ai aussi des éléments à proposer. Parce qu'on ne peut plus continuer à constater. Les politiques sont en train de faire leur travail. Nous aussi, on est en train de faire, mais il faut que ça ne soit pas séparé. Il faut que nos efforts soient coalisés. Vous êtes chef d'entreprise, mais
Vous dépendez de la FEC. Et la FEC, non. Vous savez, aux États-Unis, les organisations syndicales existent. Lorsque le président Donald Trump arrive à la magistrature américaine, il savait qu'il y a ce qu'on appelle le syndic patronal. Mais le Donald Trump n'a pas hésité de responsabiliser mon confrère Elon Musk pour voir la compétitivité des entreprises. Votre confrère. Oui, parce que c'est un chef d'entreprise. Comme vous. Oui, parce que c'est un chef d'entreprise. Je suis un chef d'entreprise congolais. Même si vous n'avez pas le même chiffre d'affaires. Non, mais le chef d'entreprise, c'est un métier. Il n'y a pas un petit journaliste, il n'y a pas un grand journaliste. Oui. Tous vous êtes des journalistes. C'est un confrère. Et moi, il a responsabilisé mon confrère Elon Musk pour voir la compétitivité de l'entreprise congolaise. Donc, il faut qu'on cesse cette musique en Pimokati du Congo. À chaque fois, non, mais il y a la FEC là-bas. Non, Mathieu Takizala a écrit comme un chef d'entreprise de la démocratie du Congo à ses chefs de corps de me recevoir. J'ai aussi des éléments à proposer. Le président de la République a parlé aussi des embouteillages. Aujourd'hui, il y en a eu beaucoup. Pas seulement par rapport au fait que le président devrait tenir un discours, parce que la semaine passée, il y a eu également des embouteillages. Il n'y avait pas un discours du chef de l'État programmé, mais il y a eu des embouteillages tout au long de la semaine passée. Il a dit que ce n'est pas une question de gouvernance urbaine, c'est un défi national. Gouvernance n'est pas uniquement... C'est un défi national. Donc, oui, mais elle est nationale. Gouvernance, c'est un mot générique qui est global. Il est dans plusieurs secteurs. Il ne dépend pas uniquement dans la politique politicienne. Il y a une gouvernance familiale, il y a une gouvernance économique, il y a une gouvernance entrepreneuriale, religieuse, culturelle, ainsi de suite. Moi, je crois le problématique, qu'il soit le problématique de la compétitivité de l'entreprise congolaise, qu'il soit le problématique des transports, la mobilité dans nos villes congolaises, Mathieu Takizala a aussi des éléments à proposer parce que c'est dans le secteur où j'émerge. Je sais quel est le vrai problème, le PIN aujourd'hui des déplacements en République démocratique du Congo comme un acteur sectoriel dans ce secteur de la mobilité ou dans le transport. Et c'est pour cela que j'ai écrit à ces chefs de corps de me recevoir, y compris le président Tshisekedi. Parce que je pense que la solution ne viendra pas uniquement autour des politiciens. Nous aussi, les acteurs du secteur privé, il ne faut pas nous minimiser. De temps en temps, ça on peut faire des petits mots, mais il y a des documents bien établis où on présentera, si ils vont me recevoir, pour dire voilà, moi comme entrepreneur, je pense qu'en ce moment, regarde des éléments qu'on peut mettre en place pour que la population congolaise puisse devenir ce qu'ils doivent produire au lien que ça soit versé uniquement dans cet entonnoir de bruyandisme. J'ai trouvé le terme, le président de la République qui parle au sujet des embouteillages. Ça dépasse une gêne urbaine maintenant. Oui, mais une gêne parce que c'est un défi national de gouvernement. Oui, mais c'est pour cela qu'il faut maintenant coaliser les acteurs sectoriels. Parce que les gens s'en prennent au gouverneur. Oui, mais ils s'en prennent au gouverneur Daniel Bumba, au gouvernement provincial. Et là, le président dit que ça dépasse la gêne urbaine. Même le gouverneur Bumba, il a des responsabilités. Je vais, en sortant de ces studios, je vais écrire au gouverneur. Je crois que le problème, c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ces défis qu'on est en train de faire, ce sont des opportunités économiques. Et maintenant, en tant qu'économiste et entrepreneur, je pense que j'ai des éléments pour que nous puissions absorber. Au lieu que ça soit, on constate. Là, on est en train de constater. On doit agir face à tout ça. Il faut qu'on puisse agir. Il y a des résolutions. Quand quelqu'un est malade, on l'amène à l'hôpital pour le soigner. On ne peut pas constater contacter toujours. Vous savez, Ambroise est malade. Vous savez, non. Aujourd'hui, monsieur le président, monsieur Tshisekedi, son excellence, donc votre compatriote Mathieu Takizala, économiste, entrepreneur, dans tous ces éléments, et la compétitivité économique, et la partie de la mobilité et la démocratie du Congo, monsieur le président, j'ai des éléments. Ah, vous avez des éléments? Et j'ai des éléments. Ah oui, tout le monde dit avoir des éléments. Non, mais essayons. Essayons. Vous me connaissez. Bon, je pense que vous me connaissez. On a un nouveau gouverneur au niveau de la Banque centrale. Il a amené sa politique. Le taux d'échange a baissé. Tout de suite, le professeur Godempo, il dit que non, c'est une mauvaise politique, ça va baisser les recettes de l'État. Il y a un débat. Le ministère des Finances confirme qu'effectivement, il y a un problème au niveau des recettes de l'État. Les théories économiques, elle est concurrentielle. Elle est concurrentielle. Il y a beaucoup de théories économiques. Donc, toutes les économies sont là pour chercher le progrès, qu'on puisse avancer. Moi, je crois que, et M. Mpoy, et M.
André, ce sont des Congolais qui ont fait l'économie. Tous, nous sommes dans des différents bords économiques, mais ce que nous devons chercher aujourd'hui, c'est l'avancement de la société congolaise. Et vous savez, la langue française dit quoi? C'est encore faire la compétition, c'est comme ça qu'on peut faire le progrès. Je crois que cette compétition scientifique, elle est noble. Chaque économiste doit apporter ses approches. C'est pour ça que vous voyez que Mathieu Tagizala, économiste qui est vers l'entreprise, j'applique beaucoup plus ce qu'on appelle l'économie pratique. Et aujourd'hui, tous ces responsables doivent nous écouter. Et au lieu que ça reste uniquement les génériques qu'on répète tous les ans, allons-y dans le terrain pratique. Alors, dernièrement, lorsqu'il y a eu cette histoire de contrôle technique des véhicules, oui. le gouvernement provincial de Kinshasa avait publié une liste des garages, une liste de maisons où il faut amener des véhicules. C'est une manière pour le gouvernement provincial de donner le marché à ces maisons. Ou est-ce que c'est tout ce que vous avez toujours demandé, que vous, par exemple, dans le secteur automobile, vous ayez des marchés? Ou ce n'est pas ça? Vous savez, dans ce secteur, le gouvernement provincial fait la régulation administrative et politique. Ça veut dire qu'il a des interfaces qu'on appelle les prestateurs. Mais logiquement, maintenant, il y a un problème de ces consommateurs. Le gouvernement provincial, il ne faut pas qu'il reste uniquement à donner ses centres. Le gouvernement provincial aussi, c'est un client. Le vrai problème, là, lui-même est un client. Mais oui, ils ont des véhicules. L'adéquation en est que le gouvernement provincial, ces véhicules aussi doivent se faire contrôler. Oui. Comme client aussi, professionnel. Certainement, ils l'ont fait. Non, mais je crois qu'il y a un problème. Maintenant, il faut vraiment qu'avec la popularisation de la société congolaise, avec cette dimension de l'informel, les particuliers congolais n'ont pas acheté ces véhicules auprès des entreprises comme les spéciales autogarages. Oui. Ils ont développé les pathologies négatives qui ne sont pas progressistes. Maintenant, d'où l'importance qu'il soit les gouvernements provinciaux, parce qu'il y en a 26 en démocratie du Congo, y compris le gouvernement central, y compris les entreprises de portefeuille, doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas s'exenter de ça. Ils doivent aussi, ils sont consommateurs, pour permettre qu'on puisse avoir les équilibres. Parce que tous, ils roulent dans les mêmes routes. Parce qu'il dit pourquoi on fait le contrôle technique, cher Ambroise? La plupart des véhicules qui sont en démocratie du Congo, ce sont déjà des véhicules amortis. C'est-à-dire qu'avec une usure prononcée, moyenne d'âge 15 ans. Et ces véhicules-là ont développé des pathologies techniques parce qu'ils doivent cohabiter avec les autres. Lorsqu'ils cohabitent avec les différents usagers, il faut que techniquement, qu'ils puissent être quand même aptes, acceptés pour éviter les accidents dans nos villes. Et que ça se fait tous les jours. Voilà. Okay. Deuxième élément, c'est pour permettre aussi à ces usagers d'avoir une planification technique et économique. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des Congolais, qui soient des entreprises, on connaît beaucoup plus le prix d'achat du véhicule, mais pas les frais qui vont avec le véhicule. Par exemple, le contrôle technique, l'assurance, le carburant, les réparations et les entretiens. Donc, lorsque nous achetons un véhicule même à 20 000 $, à 40 000 $, à 50 000 $, mais les jours que ça tombe en panne, au lieu qu'on amène ces objets dans les entreprises structurelles, on a tendance d'appeler un monsieur à la maison. Vous comprenez? Okay. Et ça, c'est déjà un énorme manque à gagner pour la communauté nationale, et y compris le propriétaire de véhicule. Et il y a beaucoup d'imprévus en termes budgétaires. Parce que vous avez dit aujourd'hui, le budget, ce n'est pas uniquement le budget national. Il y a aussi le budget des familles. Vous avez dit tout à l'heure la question de pouvoir d'achat. Mais lorsque vous achetez quelque chose et que vous ne savez même pas le budget d'entretien, vous ne maîtrisez ni le budget de réparation, ainsi de suite, il n'y a que des imprévus en imprévus. Comment vous allez faire face à ça? C'est ça l'importance. Je vous ai dit que ces véhicules, ce sont des objets fossiles. Vous mettez du carburant fossile, par exemple le gasoil, et ainsi de suite, ça dégage des gaz d'échappement. Ça, c'est aussi cancérogène. À Kinshasa, on a l'habitude beaucoup plus de parler de la saleté, type poubelle, tout ça, ainsi de suite. Mais ce que les véhicules versent, les huiles moteur où on répare dans tous nos coins de rue, c'est encore toxique plus que le bouteille de plastique. Vous comprenez? Donc je crois qu'il faut qu'on éduque aujourd'hui les consommateurs congolais, y compris l'État lui-même. Vous imaginez que tous les ans, on achète des milliers de bis pour les entreprises étatiques, mais après, ça tombe en panne. Parce qu'on ne prend pas en compte les coûts qui vont avec l'automobile.
Okay. C'est-à-dire que le véhicule de l'État doit être aussi une source de revenus pour l'État. Mais pourquoi vous dissociez l'État des particuliers? Vous souhaiteriez avoir beaucoup plus de marchés venant des véhicules de l'État que des particuliers? Non, mais parce que les particuliers sont faibles aujourd'hui. Lorsque l'État, ces véhicules vont venir, et vers les entreprises qui vont les accompagner, ça va permettre que nous puissions avoir aussi, parce que le particulier, pour consommer, il doit avoir le travail. Oui. Et aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes, nous savons qu'ils sont dans le débrouillardise. Ils n'ont pas le travail. Or, l'État, comme agent économique principal, l'État lui-même aussi, sa consommation, doit permettre que nous puissions avoir des consommateurs dans le mais les particuliers dont vous parlez qui n'ont pas de travail, mais ils ont ils ont des véhicules. Mais ils achètent, mais quelle est leur consommation? Parce qu'ils sont éduqués? Non, ils ne sont pas éduqués. Vous le voyez de temps en temps. 3 quarts de nos compatriotes, ils roulent avec un véhicule type Range Rover, mais en réalité, il n'y a que 2 litres d'essence dans le réservoir. Oui, mais mon compatriote. Mais comment il a eu la Range Rover? Mais ce sont des occasions. Nous avons un problème aujourd'hui. Nous fonctionnons beaucoup plus dans des faits de paille, pour ne pas dire le fait de mode. Oui. Ah, parce qu'Ambraz a acheté ça. Ambraz moi aussi. Ben oui, mais c'est ça. En fait, quand une société socialement achète pour vous. Mais quand une société, socialement, on se recherche, en réalité, on fait ce qu'on appelle le phénomène de mal dominant. C'est-à-dire, comme je vis en Braz avec Range Rover, pour se faire accepter en République démocratique du Congo, je dois acheter aussi. Et est-ce que vous avez le même revenu? Et d'où l'importance qu'on puisse confier les achats de nos véhicules auprès des professionnels, parce que le professionnel va tenir compte de tous ces variants. C'est-à-dire que le carburant, l'utilité de véhicule, la réparation, ainsi de suite, les taxes qui vont avec, les impôts. Parce que le véhicule aussi doit payer. Quand vous achetez un véhicule de 80 000 $, il faut savoir que l'assurance va être aussi dans le valeur de cet engin, parce que si ça peut se brûler, l'assureur et même lui-même, parce que parmi les consommateurs étatiques, sont aussi les acteurs comme Sonance. Sonance a un charroi et puis démocratique du Congo. Moi, je suis avec un centre de contrôle, mais depuis qu'on a commencé, je n'ai pas vu le véhicule de Sonance. Je donne pour exemple, la régie des eaux, il veut avoir des consommateurs qui s'abonnent chez lui, la régie des eaux aussi doit envoyer ses véhicules auprès de ces centres, parce que ces techniciens qui travaillent là-bas risquent de devenir aussi leurs consommateurs en prenant les abonnements de l'eau. La SNEL, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la consommation étatique, le ministre de portefeuille, j'ai écrit, il faut que les entreprises de portefeuille cohabitent aussi avec les entreprises privées des capitaux congolaises pour que ces macroéconomies que le président est tenté de chercher puissent être réalisables. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre émission de ce soir. Un mot de la fin pour le public. Ça ne sera pas vraiment le mot de la fin. Ça sera quand même, nous sommes au mois de décembre. Je crois que l'année déjà 2026 est là, on le voit. Mais il faut qu'on ne reste pas que dans le constat. Cette fois-ci, j'écris à ces responsables qu'il essaye, ça fait 7 ans que je suis à Kinshasa, je ne vis pas à Kinshasa, qu'il essaye cette fois-ci de m'accorder même 10 minutes dans leur temps, qu'on essaie un peu d'exposer ce que nous avons. Et ça peut être aussi parmi le pilier pour résoudre le problématique et de l'économie pratique et de la compétitivité et même le pouvoir d'achat des uns et les autres et même les embouteillages dans nos villes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Mathieu Takizala. Nous rappelons que vous êtes chef d'entreprise, DG de Spécial Auto Garage. Une entreprise qui a fait 7 ans, je suis présent sans un contrat. Et ça, le président de la République, en tout cas, le Premier ministre, sans un contrat. Avec l'impôt. Mais oui, mais nous sommes une entreprise. Mais maintenant, la force de cette entreprise, il faut que et le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale qui puissent comprendre que pour que les institutions telles que leurs institutions puissent être attractives, il faut que nous puissions avoir les entreprises congolaises capables à les accompagner. Merci d'avoir été sur ce plateau Table Ronde. C'est moi qui vous remercie. Merci, mesdames et messieurs. Je pense que vous avez aimé cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On va vous retrouver prochainement pour d'autres numéros de Table Ronde.